Bien, bonjour à tous. J'ai l'impression d'être une star de comédie musicale avec ce truc. Merci d'être venu à cette conférence. Donc on va parler d'intelligence artificielle dans la Smart City. C'est un super vaste sujet, donc j'ai fait des choix et j'ai sans doute oublié des choses. On essaiera de garder un peu de temps à la fin pour des questions-réponses. Voilà. Donc je me présente en deux mots. Moi, je suis Guylain de Pierrefeu, je suis directeur associé dans le cabinet Wavestone. Wavestone, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un cabinet de conseil leader sur la transformation des entreprises et organisations. Donc on est plus de 2500 dans le monde. On a des bureaux un peu partout, dont à Nantes. On est à la fois un cabinet de conseil traditionnel qui gère des grandes transformations d'entreprises et d'organisations et à la fois des makers, puisqu'on a toute une équipe notamment qui travaille sur la data science, le machine learning et l'intelligence artificielle, et qui traite des sujets dont certains qu'on va voir aujourd'hui. Enfin, l'idée, c'est pas de faire une pub sur Wavestone, donc je vais pas présenter pendant 2 heures les use cases sur lesquels on a travaillé, mais plus qu'est-ce qui se passe vraiment dans la Smart City. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on y est dans la Smart City ? Alors, je crois que c'est Londres. Est-ce qu'on y est finalement ? On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de communication sur ce sujet. C'est une vraie question. Je vais tenter d'y répondre un peu après. Si on regarde pourquoi les cities veulent être smart, finalement, quels sont les grands défis des villes aujourd'hui, et notamment des grandes métropoles ? Un premier évident, et c'est ce qui ressort en tête des préoccupations de toutes les métropoles, c'est la gestion intelligente, en tout cas la gestion des déchets, pas forcément intelligente, mais une meilleure gestion des déchets, que ce soit pour le recyclage, que ce soit pour le traitement, que ce soit pour la logistique des déchets. On voit qu'on est encore à l'âge de pierre. Je ne sais pas vous ce que vous faites en termes de traitement de vos déchets, mais il y a encore beaucoup de travail sur ces sujets-là, et aujourd'hui finalement pas beaucoup d'applications. Évidemment, la consommation des ressources, que ce soit l'énergie, les fluides, l'eau, le chauffage, le pétrole. Donc, comment optimiser la consommation des ressources ? Comment optimiser l'adaptation de la consommation et de la production de ces ressources ? Évidemment aussi, et de plus en plus problématique, la pollution de l'air. Si on continue, les difficultés de mobilité. Ça fait rêver, hein, la ville. Et enfin, l'urbanisation massive qui impose finalement des politiques et des politiques du logement, notamment, finalement assez ambitieuses et très, très complexes. Donc si on regarde un peu et si on interroge les grandes villes du monde sur leurs problématiques aujourd'hui, c'est essentiellement ces 5 points qui ressortent. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment l'intelligence, comment le smart, comment tout ce qu'on veut peut répondre à ces 5 défis. Alors, avant de tenter de répondre un peu à cette question, il y a plein de classements sur les Smart Cities, je me suis amusé, donc voilà, qui disent à peu près tout et son contraire. Donc j'en ai retenu un, qui est celui de l'IESE de 2017, parce qu'il est récent, et qui finalement rank les villes en fonction de leur niveau de smart. Donc New York est premier, Londres est deuxième. J'étais étonné de voir que Paris était troisième. À chaque fois pour des raisons différentes. Donc finalement, il y en a qui sont en tête parce qu'ils ont une économie propice à l'investissement sur le smart. Il y en a qui sont en tête parce qu'ils ont une gestion publique relativement exemplaire qui leur permet de faire des choses et des innovations, notamment en termes d'e-administration. Il y en a qui sont en tête parce qu'ils ont des gens bien, apparemment. Donc c'est le cas de Londres et Boston, c'est les people. Donc sans doute des populations assez innovantes. Paris s'en sort très bien, notamment grâce au transport. Donc bon, en tant qu'utilisateur, je ne suis pas toujours d'accord, mais globalement, effectivement, on a un réseau de transport assez performant. Et il y en a qui sont en tête pour l'aménagement urbain. Tokyo est bien classé pour son avance technologique et notamment ses réseaux haut débit et toutes les utilisations qu'ils en font. Voilà, donc finalement, un panorama assez varié. Et encore une fois, c'est un classement parmi d'autres. Je peux trouver un autre classement où il n'y a aucune des villes citées ici qui apparaît. Donc voilà, vous en trouverez plein. Globalement, c'est quelque chose d'assez diffus. Alors, pourquoi c'est diffus ? Finalement, on se rend compte que tout ça, c'est surtout de la com, et surtout une bonne com de ces villes, finalement, qui font des démonstrateurs, qui testent des choses assez innovantes et qui utilisent la sphère médiatique, les réseaux sociaux, toute la com pour faire connaître leurs inventions. Aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est quand même, pour répondre à la première question, non, on n'y est pas. Non, on n'y est pas à la Smart City.
quand vous regardez un peu, effectivement, bah voilà, là, c'est les embouteillages à New York qui fait partie des leaders, c'est le transport et les métros bondés à Paris qui fait partie des leaders, et c'est la pollution à Londres qui fait partie des leaders. Donc en fait, nous, on n'y est pas, et on n'y est pas pour une raison, à mon sens, assez simple, c'est que les villes sont beaucoup dans la com et beaucoup dans l'innovation, pas encore beaucoup dans la prise en compte du potentiel et de la compréhension du sujet de la donnée, et donc de l'intelligence qu'on peut y mettre. Et donc finalement, c'est une faiblesse qui reste bien ancrée, hein, pour avoir vu pas mal de métropoles, y compris françaises. On avance, il y a quand même pas mal d'initiatives, pas mal de dynamiques, des chief data officers qui sont nommés, ou des gouverneurs de la donnée, et qui commencent à réfléchir à ces sujets. Il y a plein d'initiatives lancées, donc ça c'est le côté positif, mais aujourd'hui on n'y est pas. Donc finalement, voilà, aujourd'hui, il va falloir avancer sur l'intelligence artificielle dans la Smart City si on veut vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés avant. Pardon. Alors, si on regarde un peu maintenant sur le volet, on a vu le volet Smart City, et si on voit un peu le volet intelligence artificielle, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup les assistants vocaux, donc notamment Siri, avec qui vous pouvez converser tous les jours, le Criteo et le retargeting client. Évidemment, Criteo n'est pas le seul à faire du retargeting client, mais on identifie beaucoup l'intelligence artificielle dans la capacité à nous connaître grâce à tout ce qu'on laisse comme traces sur les réseaux sociaux, sur nos parcours, sur les sites marchands, etc. Et donc finalement à nous pousser des pubs très ciblées, très précises, etc. C'est des sujets sur lesquels effectivement on a beaucoup progressé grâce à l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, on faisait des pubs génériques pour tout le monde. Ensuite, on a fait des pubs par segment de population. Donc on savait vaguement que vous étiez un homme entre 30 et 40 ans. Donc on vous poussait une pub qui pouvait potentiellement vous intéresser. Après, on a fait des pubs par rapport au parcours que vous avez déjà fait. Donc, vous avez tous fait le constat, après avoir acheté un produit, vous achetez une paire de chaussures Adidas, le lendemain, vous avez des pubs sur une paire de chaussures Adidas que vous avez déjà acheté. Donc, l'utilité est assez limitée, mais on voit qu'on commence à vous connaître. Donc, la prochaine étape, et on commence à y être, c'est finalement d'utiliser le prédictif et de savoir que parce que vous avez acheté une paire de chaussures Adidas et parce que vous avez plein d'autres activités sur les réseaux sociaux, sur les sites marchands, etc., vous allez potentiellement acheter un sac de golf le lendemain. Donc ça, on commence à y être, on n'y est pas encore, mais on commence à y être. Et effectivement, l'intelligence artificielle là-dedans, c'est très puissant et très utilisé. Et puis évidemment, quelque chose qui est assez connu, que vous utilisez pour beaucoup, Netflix, finalement, qui s'est différencié. Alors Netflix, au début, c'était une société de location vidéo, donc c'est une belle réussite de transformation, de business model et de digitalisation d'entreprise, pour le coup. Et ils l'ont fait essentiellement grâce à l'intelligence artificielle et grâce à la capacité à faire un moteur de recommandation qui vous connaît, vous propose des vidéos qui soient adaptées à vos goûts, à vos pratiques, à vos habitudes et finalement à la connaissance de votre parcours. Donc là, ils ont utilisé finalement des algorithmes d'intelligence artificielle assez poussés. Donc, moi, quand je parle d'intelligence artificielle à mes parents ou à ma femme, non, mais c'est pas une critique, c'est parce qu'il n'y connaît rien à ce sujet-là. C'est pas parce que c'est une femme. Voilà, ce qu'elle voit de l'intelligence artificielle, c'est ça. Pour la Smart City, évidemment, ça a un intérêt assez limité, même s'il y a quelques applications parallèles. Alors, ce qu'on peut voir effectivement dans la Smart City et les cas d'usage imaginables dans ce monde-là, il y en a plein. Alors évidemment, je n'ai pas tout listé ici, mais on va essayer de voir un certain nombre d'exemples qui couvrent un panorama relativement large. Donc évidemment, il y a tout ce qui est voiture autonome, vous en entendez beaucoup parler, il y a Google, Apple, Tesla qui font la course sur ces sujets-là. On n'y est pas encore, hein, pas tellement pour des problématiques technologiques et techniques, parce que finalement, c'est quand même assez puissant ce qu'ils sont capables de faire, mais plutôt pour des problématiques juridiques et éthiques. Alors, une voiture autonome, finalement, quand elle doit choisir entre cracher les occupants de la voiture et écraser la grand-mère qui traverse, il faut quelqu'un qui prenne cette décision dans l'algorithme. Je ne voudrais pas être celui-là. Donc voilà, c'est assez compliqué, ça va prendre du temps à arriver dans nos villes, de façon en tout cas industrielle. En un peu moins ambitieux, il y a tout ce qui est services de mobilité et logistique urbaine. Finalement, comment faire en sorte que les livraisons de colis arrivent à heure dite assez précisément et qu'on ne mette pas 1000 camions sur la route le même jour pour faire 3 livraisons. Donc finalement, là, il y a des travaux énormes. Donc, il y a notamment La Poste, j'ai vu qui était là, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et les services de mobilité, c'est la même chose, mais pour les gens. Et donc faire en sorte qu'on sache vous acheminer d'un point A à un point B avec les meilleurs ou le meilleur moyen de locomotion. Et quelque part que vous soyez plus propriétaire de votre voiture, mais vous achetiez un service pour aller du point A au point B. Donc ça, évidemment, c'est des sujets de transport, pas que urbains d'ailleurs,
mais notamment urbains, et sur lequel l'intelligence artificielle va pouvoir apporter beaucoup. Il y a tout ce qui est gestion en temps réel du trafic et gestion du stationnement intelligent. Donc là, aujourd'hui, on ne fait rien. Le trafic, c'est un des phénomènes mathématiquement les plus compliqués au monde. Donc il y a des gens très pointus qui font des thèses sur les théories mathématiques des embouteillages. Je vous incite à les lire, c'est très intéressant, mais c'est ultra complexe. Et finalement, aujourd'hui, on a du mal à prévoir un peu le trafic. Et ce qu'on ne fait même pas alors que ce serait accessible, c'est effectivement de faire en sorte que les feux rouges, en tout cas la signalisation dans les villes, soit un peu plus intelligente. Donc on y reviendra. Stationnement intelligent, je ne sais pas à Nantes, mais à Paris, en tout cas, j'aimerais bien avoir des applications qui marchent vraiment et qui me disent où est-ce que je peux trouver une place. Et donc ça, c'est clairement, quand on pose des questions à des usagers, à des citoyens, un des sujets qui revient le plus souvent, notamment dans les grandes métropoles ingarables, c'est où est-ce que je peux me garer sans passer une demi-heure à tourner dans mon quartier ou plus loin. Tout ce qui est transport multimodal, ça c'est une des applications les plus avancées, j'allais dire, dans les Smart Cities, mais on est encore assez loin. Tout ce qui permet finalement justement d'aller d'un point A à un point B en utilisant les meilleurs moyens de transport. Donc un vélo pour le premier kilomètre, ensuite le tramway ou ensuite le métro, en fonction des incidents, en fonction de la charge dans les rames du tramway ou du métro en question, en fonction de ses habitudes et de ses goûts, en fonction d'énormément de choses. Donc ça c'est quelque chose qui se développe et sur lequel il va y avoir évidemment des choses intéressantes. Tout ce qui est gestion intelligente des ressources, donc vous avez tous entendu parler de compteurs intelligents notamment, mais évidemment ce n'est pas que ça, et c'est finalement toute l'intelligence qu'on peut mettre dans les réseaux, donc les réseaux de chaleur, les réseaux d'eau, les réseaux électriques, pour améliorer l'équilibre entre ce qui est produit et ce qui est consommé. Évidemment moins consommé idéalement, mais quand on ne peut pas moins consommer, voir comment on équilibre la production et la consommation, et ça de façon de plus en plus locale, parce que pour le coup il y a une envie, un intérêt des citoyens pour finalement avoir une énergie produite de plus en plus localement. Il y a pas mal d'entreprises qui font ces mouvements-là, et donc on va vers cette smart énergie et cette capacité à gérer intelligemment consommation et production. Ensuite, si on continue le tour d'horizon, tout ce qui est fraude et incivilité, donc il y a beaucoup de choses grâce au machine learning sur la détection de comportements déviants, de comportements anormaux. Et finalement, on va pouvoir détecter des incivilités, détecter des fraudes, que ce soit des fraudes aux prestations sociales ou que ce soit des incivilités dans le métro, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc on va pouvoir les détecter, mais on va aussi pouvoir les prévoir. Et donc, pas tout, hein, mais de plus en plus, être plus précis pour savoir flécher notamment, je ne sais pas, les interventions des forces de l'ordre, savoir leur dire, là, il y a un risque majeur parce que dans les 20 dernières années, on a étudié toutes les données et à chaque fois que ces phénomènes arrivent en amont, il y a un problème à cet endroit-là. Voilà, donc on peut imaginer plein de choses là-dessus. Ça existe déjà, il y a déjà des initiatives aux États-Unis sur le fléchage des interventions des forces de l'ordre. Alors au début c'était assez marrant parce que globalement tous les flics du coup allaient au même endroit, au même moment. Donc le reste de la ville était assez disponible pour les malfaiteurs éventuels. Depuis ils ont progressé. Et puis tout ce qui est service public automatisé, on a tendance à l'oublier. On pense beaucoup aux applications de la Smart City, j'allais dire pour nous, utilisateurs des rues, utilisateurs des transports, utilisateurs de l'énergie. Mais en fait, il y a quand même un service de la ville aujourd'hui qui est le service public, municipal, métropolitain, etc. Et finalement, là, il y a peut-être des choses à faire en termes d'automatisation des services publics. On va y revenir un peu plus tard. Donc voilà un peu le panorama global. Maintenant, si on veut regarder des exemples concrets, je vous dis que ça bouge quand même. Hein. J'ai commencé par une vision assez négative, mais tout ça montre que quand même, globalement, il y a des idées, il y a des initiatives, il va falloir arriver à animer tout ça. Donc, deux exemples d'applications sur le stationnement intelligent, Pass2Park et Parking Map, qui permettent finalement de géolocaliser le plus en temps réel possible les places de parking disponibles. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez deux approches. La première, c'est finalement basé sur les données des parcs-mètres. Donc, c'est Parkeon qui propose ça. Alors, je ne sais plus combien, je crois qu'ils ont 80% ou 60% des parcs-mètres mondiaux. C'est complètement énorme, j'ai découvert ça. Donc, autant dire qu'ils ont une quantité de données phénoménale. Alors, ils ne sont pas tous connectés, les parcs-mètres, mais de plus en plus, ils le sont. Et du coup, utilisent uniquement les données des parcs-mètres disponibles, sans avoir de nouvel équipement, d'IoT, etc., installés dans la ville. Et Parking Map, inversement, installe des caméras sur les balcons des gens au-dessus des rues pour juste filmer en temps réel la rue et savoir effectivement où est-ce qu'il y a des places et le retranscrire en termes de géolocalisation sur les cartes.
Donc on voit que c'est deux visions différentes. Il y en a un qui a décidé d'utiliser des données déjà disponibles. Et finalement, moi je considère qu'aujourd'hui les villes ne le font pas assez. Il y a beaucoup de données déjà disponibles. Et souvent on pense tout de suite à équiper la ville avec des capteurs partout. Alors oui, il faudra le faire. Oui, ça permettra de faire plein d'autres trucs. Oui, ça permettra d'aller plus loin. Mais faisons déjà avec ce qu'on a. Et donc c'est le choix de Path to Park, effectivement. C'est pour ça que je l'ai mis. Parce que je trouve ça intéressant de capitaliser là-dessus. Si on regarde maintenant la gestion du trafic routier avec de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a quelques exemples, notamment Pittsburgh, qui est le deuxième, donc avec Surtrack, qui a mis en place un système d'optimisation du temps de voyage, donc grâce à la gestion automatisée des signaux et des feux rouges. Donc ça, finalement, ça paraît assez simple comme ça, mais globalement, ils filment tout un environ et ils savent calculer finalement quand est-ce qu'il faut allumer un feu rouge ou l'éteindre. Alors, s'il y a une ambulance qui arrive, s'il y a un vélo qui veut passer par rapport à une voiture, s'il y a une rue qui est complètement saturée alors que l'autre rue est totalement vide, ils ont réussi, et ça a été prouvé, à optimiser le temps de voyage de 25%. Et le temps d'attente à des feux rouges de 40%. Alors ça, je ne sais pas trop comment ils le calculent. Mais globalement, ça a fait ses preuves. Donc il y a des solutions qui fonctionnent là-dessus. Malgré la complexité, je vous l'ai dit tout à l'heure, du modèle mathématique des embouteillages que personne ne comprend bien, finalement, on arrive, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à l'apprentissage des phénomènes qui se passent sur un carrefour, pour faire très simple, ou sur 3 carrefours pour faire un peu plus compliqué, ou sur 20 carrefours pour faire encore plus compliqué. C'est un peu une logique de réseau de neurones. En fait, vous essayez de voir de plus en plus large, finalement, et de connecter les feux rouges entre eux pour regarder les impacts de, finalement, baisser un peu le temps d'un feu rouge, augmenter un peu l'autre. Et petit à petit, vous apprenez qu'en fait, la bonne idée que vous croyiez avoir en baissant le temps d'un feu rouge parce que la rue était saturée, c'était une mauvaise idée parce que ça venait congestionner sur le feu rouge d'après. Et donc finalement, vous apprenez ça de façon itérative. Et c'est des modèles qui sont assez intéressants. Donc ça, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Et il y a Milton Keynes en Angleterre qui a lancé un projet là-dessus, encore plus ambitieux parce qu'un peu plus large, donc un peu plus complexe en termes de périmètre. Et puis avec justement des éléments sur la priorité, donc donner la priorité aux bus, parce que voilà, c'est un engagement de la ville que le transport public de bus soit fluide. Et du coup, ça va être en septembre 2018, je crois, que ça va être opérationnel a priori. Mais du coup, on voit que ça, c'est des choses qui bougent et qui fonctionnent, même si elles sont pour l'instant encore assez compliquées. C'est beaucoup basé sur des caméras qu'on met sur le feu rouge. Donc ça veut dire qu'il faut rééquiper l'ensemble des feux rouges. Donc évidemment, c'est des projets qui peuvent prendre un peu de temps. Les applications de transport multimodal, je ne sais pas combien d'entre vous en utilisent, mais effectivement, c'est un des sujets qui avance le plus quand on parle de Smart City. Beaucoup de démonstrateurs, beaucoup d'expérimentations, voire très étendues. Donc, il y a deux modèles différents, Citymapper, Moovit. Donc, c'est un modèle un peu global, c'est-à-dire c'est une application comme Waze, comme d'autres, qui ont décidé finalement de proposer un service à l'ensemble des utilisateurs des villes. Et puis des solutions un peu plus locales, donc notamment Optimode à Lyon, ce n'est pas les seuls, qui travaillent plus sur finalement une solution propre à la ville de Lyon et à la métropole de Lyon. L'idée est très simple, c'est de se dire finalement comment j'optimise votre temps de trajet, ça c'est l'idée de base, entre un point A et un point B en temps réel. En fonction des informations que vous recevez des données qui sont en open data sur le trafic et sur les incidents ou les problèmes sur les transports en commun, finalement, vous êtes capable de proposer la meilleure route à un utilisateur. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est effectivement, on a deux modèles qui s'opposent. Le modèle global, je vais dire le modèle Waze ou Google Maps, quoi. Donc Citymapper et Moovit sont plutôt en train de viser ça. C'est un modèle international en se disant un utilisateur d'une Smart City, il va télécharger une fois une application. Et il veut pouvoir l'utiliser à Lyon, mais il veut aussi pouvoir l'utiliser en week-end à Londres. Il veut aussi pouvoir l'utiliser quand il va à Paris. Il veut aussi pouvoir l'utiliser à Nantes. Et donc finalement, il n'utilisera pas une solution locale. À chaque fois qu'il se déplace, il ne va pas télécharger l'application de la ville. Et donc Optimode qui a fait le choix un peu contraire de se dire non, il faut bien connaître une ville et il faut avoir accès à toutes les données pour proposer quelque chose de précis. Et par ailleurs, cette application me permet d'influer sur les comportements citoyens. Parce que finalement, dans l'algorithme, là aussi, je vous parlais de la voiture autonome tout à l'heure, ici c'est moins grave, mais globalement, vous pouvez influencer l'algorithme et lui dire, en fait,
On va favoriser le vélo autant que possible parce que c'est bon pour les citoyens, pour leur santé, parce que c'est bon pour la pollution. Et donc, même si j'ai un moyen un peu court en voiture, ou finalement, si je suis complètement honnête, ce serait plus court pour la personne de prendre sa bagnole pour aller du point A au point B, je vais lui trouver une solution un peu plus longue qui prend le vélo puis le tramway parce que c'est bon pour tout le monde. Et parce qu'il va faire un voyage confortable quand même, parce que le tramway n'est pas surbondé à cette heure-là. Et donc finalement, on peut jouer, influer sur les algorithmes, et ça va avoir de l'importance effectivement là-dedans. Donc ça, c'est un vrai choix aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Les solutions locales sont très belles, notamment Optimode, hein, c'est une très belle solution, mais elle ne trouve pas complètement son public. Je pense essentiellement pour la raison que j'exprimais tout à l'heure, on ne veut pas forcément. On a notamment des applications, l'habitude d'un Google Maps qui marche partout, quel que soit l'endroit où on soit. On veut un peu retrouver la même chose. Et donc finalement, il faut trouver la raison qui fait qu'un citoyen va se dire non, c'est ça que je veux faire, parce que c'est bien pour moi. Sur l'énergie, il y a plein de choses qui se passent. Donc, effectivement, les smart grids, on en parle depuis un moment. Donc, c'est aussi un secteur qui est relativement avancé. J'ai pris 3 exemples, je vais les décrire vite, mais il y a une start-up française brillante qui s'appelle DC Brain et qui propose finalement de modéliser les risques et les besoins d'investissement sur les réseaux d'infrastructures. Donc, typiquement, vous avez des réseaux de chaleur, vous avez des réseaux d'eau, vous avez des réseaux d'électricité. Ils sont capables d'exploiter toutes les données qui remontent de ces réseaux et de se dire, finalement, par rapport à ça, plutôt que d'investir 1 million dans le fait de surdimensionner ce tronçon du réseau, on voit que globalement, ça peut passer encore dans les 5 prochaines années parce qu'on a fait du prédictif là-dessus et on est sûr que ça peut passer. Ou alors, on voit comment rerouter les flux sur un autre axe qui est moins utilisé et qui peut permettre de le faire. Et donc ça, finalement, ils ont des modèles qui combinent, j'allais dire, les modèles classiques physiques, mécaniques, de transport de flux, et la data science pure, l'utilisation des données et des capteurs qui remontent de ces réseaux-là. Il faut savoir que beaucoup des réseaux sont déjà équipés avec pas mal de capteurs. Les réseaux d'eau ont pas mal de capteurs, les réseaux de chaleur aussi. Les réseaux d'électricité, c'est un peu plus diffus, mais il y a beaucoup de capteurs, donc beaucoup de données qu'on pourrait utiliser. Et alors maintenant, on va avoir énormément de données qui vont remonter des compteurs intelligents, ou des compteurs communicants, on dit comme on veut, Linky, Gaspard, etc. Et ça va être des données super riches pour pouvoir modéliser effectivement les flux sur un réseau et identifier les risques et surtout les besoins d'investissement. Les métiers d'infrastructureurs, c'est des métiers qui coûtent très cher, c'est des métiers de CAPEX, on investit beaucoup. Et donc finalement, à pouvoir optimiser son CAPEX grâce à du prédictif, c'est très riche et très intéressant pour eux. Et du coup pour nous, parce que ça diminue notre facture. Ou plutôt, ça évite qu'elle augmente trop. Une autre initiative intéressante, c'est Brooklyn Microgrid. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'ils ont beaucoup communiqué sur la blockchain. Ce n'est pas que de la blockchain. Brooklyn, c'est quelques habitants, beaucoup d'habitants, qui ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit et qui ont décidé finalement de partager leur énergie dans une logique un peu collaborative, etc. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire des transactions d'énergie entre voisins, si je simplifie un peu le thème, en fonction de la disponibilité, de l'occupation des domiciles, est-ce que les ménages sont là ou pas, des entreprises aussi, parce qu'elles ne sont pas là aux mêmes heures que les ménages, pour pouvoir gérer en temps réel finalement un équilibre demand response, la production des panneaux photovoltaïques, qu'elle soit utilisée au mieux en fonction des besoins. Là, il y a beaucoup d'intelligence là-dessus pour prévoir un peu l'utilisation de ces solutions. Parce que finalement, le vrai risque quand on cherche l'autonomie énergétique, c'est le blackout. Et c'est qu'à un moment donné, tout le monde rentre chez soi à 19h, branche sa machine à laver, branche sa voiture électrique. Bon, ça, il n'y en a pas encore trop. Et que du coup, ça tire beaucoup d'énergie au même moment. Les panneaux photovoltaïques, ils ne peuvent pas produire de façon pic. Et donc, on se retrouve un peu dans le trou. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution de stockage hyper élaborée. Mais l'idée, c'est de mettre de l'intelligence là-dedans pour optimiser ça au maximum. Et peut-être d'ailleurs couper des consommatrices dans les logements, s'ils acceptent ce principe-là, à un moment où on a besoin finalement de l'utiliser pour des besoins un peu plus vitaux ou un peu plus de confort. Et après, vous avez aussi l'application Comfy, donc ça c'est plus pour les entreprises finalement, qui permet de contrôler la température des bureaux en temps réel et finalement de faire des économies d'énergie globales pour un bâtiment. Là aussi, ça utilise beaucoup le prédictif et le comportemental, ça apprend de son comportement. Donc c'est un peu la même logique que Nest, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un thermostat intelligent qu'on met dans sa maison, qui permet de piloter les chaudières
et éventuellement d'autres équipements, et qui va apprendre de son comportement. Il va savoir petit à petit qu'on rentre à 19 h tous les soirs du bureau, qu'on a besoin que le chauffage monte à ce moment-là. Il va savoir petit à petit que quand c'est 22 degrés, on baisse le truc, donc ça veut dire qu'on a trop chaud. Il va savoir petit à petit que quand c'est 16 degrés, on monte le truc, donc ça veut dire qu'on a trop froid. Bon, ça c'est assez basique ce que je dis, mais globalement, il apprend vraiment. Et donc là, on a vraiment des logiciels, effectivement, des algorithmes d'intelligence artificielle qui alimentent tout ça. D'autres exemples sur la lutte contre les incivilités et la lutte contre la fraude. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de Safe City, en plus de parler de Smart City. Alors, vous avez tous vu le virage sémantique qui a fait passer la vidéosurveillance à la vidéoprotection. Donc évidemment, c'est mieux de protéger que de surveiller. Toujours est-il que le principe est le même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villes qui ont installé des caméras dans leur ville pour surveiller et protéger. Et finalement, là-dessus, il y a notamment Thales qui a développé une solution finalement qui s'appelle Safe City d'ailleurs, qui permet d'analyser l'ensemble des images et de faire du prédictif sur les incivilités. Donc, dans certaines villes, on a le droit de faire de la reconnaissance faciale. Donc, évidemment, la solution permet de le faire. Et si quelqu'un est fiché 4 fois au service de police, qu'on le voit arriver près d'une banque, on va pouvoir se poser des questions. Mais ça permet aussi de faire de l'analyse de comportements déviants, c'est-à-dire finalement d'apprendre des types de comportements qui amènent à une incivilité. Il y a un groupe qui se réunit de façon un peu louche et qui met des cagoules. Bon, ça, c'est pas très compliqué non plus. Mais ça se détecte sur une vidéo et on peut anticiper un tout petit peu le problème. L'autre élément, c'est la lutte contre la fraude. Donc là, en Caroline du Nord, ils ont mis en place un algorithme qui permet de détecter les emplois fictifs et les fraudes médicales. Là aussi, on est purement sur de l'analyse de comportements déviants, de choses étonnantes, qui permettent finalement de détecter quelque chose. Sur la fraude, c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans la banque, où finalement on est en train de travailler sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de vous identifier. C'est-à-dire à chaque fois que vous vous connectez pour faire un virement sur votre portail bancaire, on voit que vous vous connectez avec un PC, éventuellement avec un PC de telle marque, avec telle MAC adresse, que vous avez l'habitude de passer par le site d'accueil, enfin la page d'accueil, ou que vous avez l'habitude d'accéder directement à la page de virement, que vous mettez tant de temps sur cette page avant de passer à la suivante. Et donc on crée un profil qui permet de caractériser votre profil sur ce site-là. Si quelqu'un utilise votre login mot de passe sur un autre PC, dans un autre pays, avec d'autres montants, type de virement, et là, on lance une alerte qui fait que potentiellement, on peut bloquer le truc. C'est un exemple assez illustré, mais on peut imaginer évidemment la même chose dans tout ce qui est fraude médicale, fraude aux prestations sociales, etc., etc. Enfin, sur le service public et la chaîne de santé, donc 2 initiatives intéressantes. Je pense que vous avez tous eu affaire à des services de mairie plus ou moins efficaces, et plus ou moins efficaces parce qu'elles ont plus ou moins le temps, en fait, si on ne veut pas faire de jugement de valeur, ce qui n'est pas mon cas. Donc, globalement, les agents qui répondent à nos questions, à nos sollicitations sur les places en crèche, sur les ouvertures de lycées, de collèges, les lycées c'est autre chose, sur finalement l'ensemble des services publics, sont souvent débordés. On estime à plus de 60% le nombre de questions, j'allais dire bêtes, qui leur sont posées tous les jours. Donc ça leur prend un temps fou. Ces questions bêtes, ce ne serait pas très difficile, a priori, de les traiter par des chatbots, par des agents conversationnels qui peuvent trouver les réponses dans l'ensemble de la documentation ou qui peuvent apprendre sur la base des échanges passés. C'est ce qu'essaye de faire le district d'Enfield et la Norvège pour finalement automatiser tous les gestes simples de ces agents publics et finalement leur permettre de se concentrer sur des gestes plus complexes, des sujets sur lesquels on attend d'eux plus de valeur ajoutée et plus d'apport. Donc c'est vraiment l'axe qui est pris par ces 2 mairies. Après, il y a peut-être des motivations complémentaires de baisse du nombre d'agents publics, mais finalement, ce n'est pas ça qui met en avant, c'est vraiment le fait de pouvoir apporter un service de qualité aux citoyens. Je ne sais pas vous, mais moi, la Smart City, ce que j'attendrais en premier d'une Smart City, c'est d'avoir un service public irréprochable et parfait. Les feux intelligents, c'est bien, c'est un plus, mais ce n'est pas ça qui me fera dire cette ville est vraiment bien, quoi. Donc souvent, on oublie ce truc-là. C'est un sujet qui est peu traité. Alors, comment utiliser l'intelligence artificielle pour s'améliorer dans ses modes de fonctionnement et dans ses process, etc. Alors que, pour le coup, c'est basique et pour le coup, on a toutes les données qui sont disponibles. Ça va, je suis encore dans les temps. Alors, que faire ?
Donc, je ne sais pas ceux qui connaissent Monsieur Manhattan. C'est moins de 30 ans, je pense que c'est pas possible. Alors que faire? Donc j'ai fait un certain nombre de propositions. Construire un data lake holistique et recruter plein de data scientists. Signer un super partenariat technologique avec un géant du web. Généraliser l'open data et attendre l'autogénération d'usage ou de use case par des startups. Trouver la startup. Voilà, c'est la mode des startups, donc il faut mettre des startups partout. Il y en a quelques-uns ici. Et nous-mêmes, sur la partie data science, on se qualifie de start-up interne. Donc je m'inclus là-dedans. Lancer un vaste chantier de standardisation et de mise en qualité des données. Et donc pour moi, en fait, c'est pas ça. D'ailleurs, finalement, la façon d'appréhender le sujet intelligence artificielle dans la Smart City, j'allais dire, c'est tout sauf ça. Et si j'ai mis ça, c'est parce que c'est ce que j'entends tous les jours, dans tous les rendez-vous que je fais. C'est bon, j'ai lancé ma dynamique d'intelligence artificielle ou de traitement de la data parce que je suis en train de construire un data lake. Et le data lake, il va être génial parce qu'il va regrouper les données d'énergie, les données de transport, les données de culture, les données de voyage, les données d'éducation, etc. Donc ça va être un super data lake, ça va être génial. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre un data lake, hein, mais il ne faut pas commencer par ça, en fait. Et à la limite, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ça va plutôt de savoir qu'est-ce qu'on veut traiter avec ce data lake. Et souvent, on se trompe un peu, c'est-à-dire on commence par une approche très techno-push en se disant oh, génial, je vais construire une infrastructure IT qui me permette de gérer des milliards de données en temps réel, etc. On en aura peut-être besoin, mais on en aura peut-être besoin, peut-être, on ne sait pas. Commencer par ça, c'est repousser le tas de sable et pas traiter le vrai problème qui sont de quoi ont besoin mes citoyens, de quoi j'ai besoin moi pour ma performance interne, etc. Signer un super partenariat technologique avec un géant du web, j'y reviendrai, mais j'ai beaucoup de clients alors dans les entreprises ou dans les organisations publiques qui disent je suis en retard, je ne suis pas Google, je ne serai jamais Google, je suis trop en retard, donc je vais signer un partenariat avec Microsoft, avec Google, avec IBM, etc. Pourquoi pas? Mais il faut savoir sur quoi. Et il faut savoir que ça peut être un peu dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire que sur ces sujets-là, on veut garder un peu la main, on veut comprendre en tout cas ce qui se passe pour ne pas être complètement dépendant d'une brique technologique qui par ailleurs va être revendue dans tout plein d'autres métropoles. Donc, je sais qu'il n'y a pas de concurrence, mais quand même, si on veut être le premier et s'il y a autant de communication pour être la métropole la plus smart, c'est aussi pour l'attractivité des entreprises et des habitants. Et donc, il y a un peu une concurrence. Et donc, oui, on peut un peu se différencier sur ces services-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, pas tous, il y a des services qui ne seront pas différenciants, mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser la question du sourcing et de jusqu'où ne pas aller sur ces partenariats, parfois un peu mortifères. Troisième point, généraliser l'open data et attendre l'autogénération des usages. Voilà, beaucoup de personnes me disent, c'est bon, ma dynamique data, elle est enclenchée, j'étais le leader sur l'open data, c'est le cas à Nantes, hein, qui était le leader sur l'open data, pas pour la suite. Du coup, c'est bon, je suis bien, j'ai plein de jeux en open data, j'ai fait plein de hackathons, etc., etc. Oui, sauf qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte que les réutilisations des jeux open data sont encore assez faibles, voire très faibles. C'est de moins en moins le cas sur la partie transport multimodal parce qu'il y a de plus en plus d'informations de transport, y compris temps réel, qui sont mises à disposition en open data. Donc là, on peut faire des choses intéressantes. Mais sur la grande majorité des données, typiquement si je prends l'énergie, on a beaucoup de données en open data qui sont de données tellement agrégées parce qu'on veut protéger les individus, et c'est normal, on ne veut pas donner la consommation minute par minute de chaque habitant, parce que sinon on pourrait savoir quand vous n'êtes pas là et venir vous cambrioler à ce moment-là, notamment, mais où on peut aussi vous démarcher pour vous vendre des fenêtres, parce qu'on voit que vous avez une mauvaise pardon ? Merci, isolation. Ça pouvait durer longtemps. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on voit que ces jeux de données énergie, ils sont inutiles. C'est-à-dire qu'ils sont présents. Ils ne sont pas inutiles. Hein. Ça permet de voir quels sont les quartiers les plus consommateurs, donc d'éventuellement flécher un peu la rénovation urbaine. Il y a quand même quelques points. Mais pour une start-up qui veut vraiment créer des services innovants pour les citoyens autour de l'énergie, elle ne peut rien faire de ces jeux open data. Et c'est vrai dans une grande partie de ces sujets-là. Donc l'open data ne suffit pas. Pour moi, c'est quand même plutôt une arme
pour la transparence de la vie publique, pour informer le citoyen, pour faire venir. Et je pense qu'il faut l'utiliser beaucoup pour faire venir les startups, qu'elles aient envie de regarder un peu ces jeux de données, regarder à quoi ça ressemble, et ensuite travailler avec elles dans une logique closed data, donc une logique un peu plus fermée, pour finalement travailler sur des données un peu plus confidentielles. Donc ça veut dire avoir l'autorisation évidemment des utilisateurs, etc. Mais c'est assez possible, on peut l'avoir, et travailler sur des algorithmes un peu plus poussés. Donc c'est finalement insuffisant de raisonner juste open data, en tout cas aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on aura le droit de mettre toutes les données en open data de tous les citoyens, mais je pense que ni vous ni moi n'y sommes complètement prêts. Alors trouver la start-up, voilà, les startups, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire souvent, la start-up, c'est deux bonhommes qui ont beaucoup travaillé à l'école, dans leur garage ou dans leur appartement, qui ont produit des trucs assez brillants, mais ils n'ont pas 10 ans d'avance sur le data scientist moyen qu'on peut recruter, voilà, quand je parle de start-up intelligence artificielle. Donc il y a à boire et à manger, il y a vraiment des produits géniaux qui sortent, honnêtement, et notamment les start-up françaises sont très avancées, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et du coup, sur certains sujets, il faut arrêter de se dire je ne peux pas avancer si je n'ai pas la start-up. Et j'entends beaucoup ce mot-là. Et puis alors le pire du pire, lancer un vaste chantier de standardisation et de mise en qualité des données, surtout pas comme ça. C'est-à-dire que j'entends beaucoup, la Smart City ne marchera qu'une fois qu'on aura standardisé l'ensemble des jeux de données, l'ensemble des délégations de services publics, de l'ensemble. Non, on n'y arrivera pas, ça va être beaucoup trop long, c'est beaucoup trop compliqué. Il se trouve que le big data, pour utiliser des gros mots, nous permet aujourd'hui d'utiliser de la donnée un peu moins structurée, de la donnée un peu moins parfaite. Donc oui, il faut aller vers une standardisation, mais il ne faut surtout pas attendre cette standardisation pour commencer. Donc voilà. Donc c'est plein de fausses bonnes idées ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire avec parcimonie et en réfléchissant bien. Sur la façon de s'y prendre, en tout cas ma vision de la façon de s'y prendre, qui est évidemment critiquable, c'est déjà prendre conscience de toutes les données qui sont à notre disposition. Voilà, donc j'ai un schéma, on en a parlé beaucoup, mais finalement, c'est quoi les données qui sont d'ores et déjà disponibles sur l'éclairage public, sur les réseaux d'électricité, sur les réseaux de chaleur, sur la culture. Il y a énormément de données disponibles sur l'environnement, sur la ville, sur le transport. Voilà, déjà, on a un champ des possibles qui est assez vaste, même avant d'avoir truffé la ville de capteurs. Donc, regardons un peu ce potentiel et maîtrisons cette donnée au sens, finalement, comprenons comment on peut avoir accès à cette donnée, etc. Ça ne veut pas dire faire un gros référentiel de données holistique qui permet de lister l'ensemble des données du monde et l'ensemble des data lineage de tous les types de données en fonction. Voilà, non, ça c'est un projet sur 20 ans. Donc, mais c'est plus d'identifier les grands terrains de jeu, les grands types de données. Et après, moi ce que je préconise beaucoup, c'est une approche. Alors il y a plein de buzzwords là-dedans, mais une approche test and learn, résolument centrée cas d'usage citoyen et préparant l'industrialisation. Tous les mots sont importants. Alors, avant tout ça, il y a quand même un premier sujet qui est se dire c'est quoi ma stratégie en termes d'intelligence artificielle pour ma Smart City. Sous-entendu, c'est quoi les marqueurs de ma Smart City. On ne peut pas tout faire, on n'a pas des budgets illimités, c'est compliqué, c'est des sujets vastes et compliqués. Donc, j'aurais réussi si quoi à court, à moyen, long terme. Et toutes les villes n'ont pas forcément le même projet, en fait. Il y en a qui peuvent juste vouloir avoir un service public irréprochable, automatisé, parfait, avec des citoyens qui sont hyper contents d'aller à leur mairie pour poser des questions. Il peut y en avoir d'autres qui se disent, moi, ma Smart City, mon problème numéro 1, c'est la pollution. Donc je mets all-in sur tout ce qui me permettra, avec l'intelligence artificielle, de gérer et d'optimiser ma pollution, et donc tout ce qui est consommation, évidemment. Il y en a d'autres qui peuvent se dire, moi, mon vrai problème, c'est les embouteillages, les bouchons, donc je vais faire all-in sur ce sujet-là. Il faut prioriser un peu. Donc stratégie, c'est un grand mot. L'idée, c'est pas de passer 6 mois à faire des études de partout sur toutes les smart cities du monde et voir quelle est la meilleure, parce que vous aurez tout qui va sortir. Mais c'est de se dire très vite, finalement, c'est quoi les sujets sur lesquels j'ai envie d'investir. Et une fois qu'on a fait ça, c'est là où rentre en compte mon approche Lean Startup ou Test and Learn, on l'appelle comme on veut. L'idée, c'est une petite structure très agile qui suit l'ensemble des POC, des use cases, autour de la data et du traitement de la data. C'est pas très compliqué à mettre en place. Honnêtement, on l'a mis en place dans des énormes organisations. On peut le mettre en place dans des collectivités. Finalement, ça permet d'être à la fois un lieu. Le lieu, j'allais dire, c'est un peu le café du commerce des métiers qui a envie de parler de sujets data.
Et donc il faut que ça devienne un sujet où on parle de valorisation de la donnée, de use case. On dit voilà, moi ce que j'aimerais faire. On discute avec des gens un peu plus versés dans ces sujets de data pour identifier le champ des possibles, travailler, etc. Et puis c'est aussi un lieu de décision. C'est-à-dire c'est un lieu où on fait venir la direction, les décideurs, pour qu'ils voient un peu ce qui se passe sur ces sujets data et qu'ils soient capables finalement de comprendre ce qu'on leur propose et de prendre des décisions rapides. Éviter la logique 40 comités d'engagement pour prendre une décision sur un projet, même s'il est simple. Et puis c'est aussi une logique, c'est pour ça que ça s'appelle Lean Startup, de délivrer très vite. Donc en gros, on pense large, mais on teste petit, sur des petits cas d'usage, type de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, et on s'oblige à délivrer très vite. Donc là, nous, ce qu'on met souvent en place, c'est des logiques de saison, en fait, en se disant, bah, j'ai un an, c'est 4 saisons. Ces 4 saisons, je vais essayer de délivrer 4 use cases sur chacune des saisons pour très vite avoir des résultats, être capable de montrer aux décideurs, qu'ils soient les métiers, qu'ils soient les projets, qu'ils soient les citoyens parfois, de dire finalement, voilà, est-ce que ce truc est viable, est-ce que ce truc trouve un business model, et on ne s'entête pas, on jette le test s'il n'a pas marché, on le valide et on l'industrialise, je vais y revenir s'il a fonctionné, et puis on pivote si on voit qu'on n'est pas loin d'un business model, mais qu'on n'y est pas tout à fait. Donc on remet le POC, complété par d'autres données, j'en sais rien, pour la saison d'après. Et donc c'est une structure de pilotage et de décision agile, finalement, qui permet de délivrer très vite des résultats. C'est vraiment une organisation, et c'est surtout, et le point clé, c'est vraiment le café du commerce, des gens intéressés par la valorisation de la donnée dans une organisation. Donc c'est là où vient le responsable du projet mobilité, c'est là où vient le responsable du projet énergie, du projet smart city, du smart grid, etc., pour discuter des cas d'usage et puis suivre de façon visuelle un POC board qui permet de lister l'ensemble des initiatives en cours et quand est-ce que ça va être délivré. Donc l'idée, c'est d'aller très vite. Alors souvent on me dit bah oui mais c'est pas possible parce que pour faire ça il faut déjà avoir toute une infrastructure, il faut avoir des partenariats, il faut avoir une infrastructure big data, un data lake, il faut avoir 12 data scientists partout autour du... Bah, non en fait, nous 90% des cas d'usage intelligence artificielle qu'on traite avec nos équipes pour nos clients, bah, ils tournent sur un PC comme ça, sur la base de données qui est déjà disponible chez les clients, et on est capable sur cette base-là de prouver que oui ou non, il y a un modèle juste d'analyse ou un modèle prédictif. Et donc finalement, dans 90% des cas, on n'a pas besoin de tout le reste. Je ne dis pas que pour l'industrialisation, il ne le faudra pas, mais pour juste prouver la valeur, on n'en a pas besoin. Donc voilà, le cœur de la machine, pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est là-dedans, finalement, je parlais de café du commerce, mais on fait aussi dans ce café du commerce des ateliers de créativité, donc d'identifier les cas d'usage, de les prioriser. Et ça peut être fait avec les citoyens, pour certains cas d'usage, de se dire, bah, testons le truc OptiMode pour Lyon, pourquoi ne pas, ça a été fait d'ailleurs, mais pourquoi pas le tester en profondeur avec un citoyen pour voir pourquoi il utiliserait cette application plutôt que Citymapper ou plutôt que Waze. Voilà, donc regardons un peu ce qui est possible. Et puis, très vite, délivrer. Donc, je vous le disais, finalement, avoir une capacité de data science, c'est pas si compliqué. Il n'y a pas que les startups qui savent faire, il n'y a pas que Google qui sait faire. Voilà, machine learning, ça s'apprend. C'est pas simple, c'est une discipline particulière. Il faut savoir faire le pont, par ailleurs, entre ces savoir-faire data science et les métiers. Mais finalement, j'allais dire n'importe qui, de très volontaire, peut arriver à monter en compétence sur ces sujets de data science. Et il est important que les grandes villes s'en saisissent. Et puis on pivote, on tourne, on se réalimente, on accepte de jeter des POC parce qu'ils n'ont rien prouvé. On accepte de pivoter en se disant bah, finalement là on pensait qu'il y avait une super idée avec cette application, cette killer application pour mes citoyens. Bah, on a vu que ça prenait pas, que ça marchait pas. Par contre ça m'a donné une autre idée. Donc c'est exactement le modèle de la startup qui ne fait jamais fortune sur le business model qu'elle avait défini au début, enfin, sauf très rares exceptions. Voilà, donc ça c'est le cœur de la machine. Et après finalement ça suffit pas évidemment. Donc tous les mots-clés que j'ai dit avant dans ce qu'il fallait pas faire, oui il faut le faire, mais il faut le faire de façon bottom-up. Il faut s'inspirer des cas d'usage pour enrichir la data governance. C'est-à-dire que je vais me poser une question de gouvernance data, je vais dire à un responsable métier qu'il est data owner de tel type de données, je vais construire une politique de publication de la donnée. Une fois que j'aurai testé des cas d'usage et que j'aurai vraiment vu ce que ça veut dire, le faire de façon top-down en disant voilà, j'ai écrit une directive et voilà comment ça se passe une gouvernance des données, ça ne marche jamais. C'est juste sur des cas d'usage qu'on arrive à embarquer les gens et à leur faire toucher du doigt et les faire incarner les rôles de la gouvernance des données utiles.
Data Protection and Regulation, donc c'est évidemment quelque chose qui est tout le long effectivement de la démarche, mais évidemment il y a de plus en plus de sujets de régulation autour de la protection des données personnelles, la protection des données commerciales, de la cybersécurité. On parle d'IoT, effectivement on voit qu'il y a des failles plus ou moins un peu partout. Donc évidemment ce sujet doit être transverse. Il ne doit pas être bloquant dans la génération des cas d'usage, dans l'idéation, dans la créativité. On se pose la question après, mais on se pose la question de se dire, OK, est-ce que c'est raisonnable de faire ce truc-là comme ça? Et est-ce qu'on a bien pris en compte l'ensemble des paramètres de protection des données et de cybersécurité? Pareil, l'architecture data et les solutions qu'on choisit, bah, finalement, c'est quelque chose qu'on va construire en marchant. Alors, ça peut vous paraître un peu paradoxal parce que sur les systèmes d'information, on a souvent des cycles longs et se dire finalement, je fais rien, je fais des POC et après j'industrialise, ça ne fonctionnera pas. Et c'est vrai, vous avez raison. Et du coup, finalement, sur ce sujet, il est important de lancer une dynamique d'évolution des systèmes d'information pour que petit à petit, il évolue vers un SI data ready. Alors, c'est des grands mots, mais ça veut juste dire un SI qui soit ouvert, qui soit capable de proposer des API plutôt que des protocoles fermés d'échange, etc. Et donc, évidemment, on va y aller petit à petit. Évidemment, ce ne sera pas un Big Bang, évidemment, ce ne sera pas magique. Mais globalement, il faut commencer, il faut tendre vers une architecture qui permette cette ouverture, ce partage de données avec l'interne, avec l'externe, ce désilotage. Et plutôt que de prendre 5 ans à construire cette architecture avant de traiter les cas d'usage, moi, je préconise de faire des cas d'usage. Et encore une fois, nous, on a plutôt la bonne surprise de voir que beaucoup de cas d'usage sont industrialisables sans forcément avoir une infrastructure IT complètement IT ready, complètement data ready, pardon. Et parce que tout simplement, bah, de temps en temps, on peut faire des petits dérivatifs, on peut faire des dumps de données, les traiter, les repousser, on peut bricoler un peu, voilà. Et ça permet d'avancer, ça permet de délivrer des vrais services industrialisés sans forcément avoir l'architecture complètement idéale. Alors, j'ai parlé d'architecture, donc c'est plutôt le socle de données. Mais après, il y a toute la question des solutions data IA, des plateformes, des startups, et finalement de comment on source ça. C'est une vraie question, et honnêtement, c'est une vraie question très compliquée, parce qu'une fois qu'on a fait un POC avec une startup et que c'est génial, bah, on va toujours se demander qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que, globalement, on aide cette startup à se développer, à vendre cette solution à tous les concurrents? Bon, en l'occurrence, pour certains services, ça peut ne pas être gênant, voire ça peut être une philosophie de la ville de dire j'ai envie de faire grandir des startups pour qu'elles deviennent des licornes et des champions. Donc pourquoi pas, mais il faut le faire en conscience et il ne faut pas le faire à l'aveugle parce que sinon on se retrouve avec quelque chose. Alors on a beaucoup de clients dans l'industrie pour le coup qui sont très embêtés parce qu'ils ont construit un peu le cœur de leurs différenciateurs futurs, de leurs nouvelles offres, des services de mobilité pour les constructeurs automobiles, etc. Ils l'ont construit avec des partenaires, que ce soit des géants du digital ou des startups. Et les partenaires, au bout d'un moment, disent bah voilà, moi maintenant, grâce à vos données et à mes algorithmes, je vaux 100 millions d'euros. Soit vous me rachetez, soit je vais vendre cette solution à votre principal concurrent. Évidemment, c'est un problème, donc il faut l'avoir anticipé, il faut avoir une stratégie de sourcing, et c'est clé finalement pour ne pas se tromper. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout faire soi-même, mais il faut être conscient des problématiques de propriété intellectuelle, des problématiques de partenariat avec des startups. Ça fait rêver, au début, on a 2 mecs sympas qui nous aident à dépatouiller des problèmes, et c'est hyper sympa, nos équipes sont contentes, et c'est dynamique, et ça bouge, et ça nous apprend à travailler différemment, de façon plus agile, etc. Donc tout ça, c'est du positif, mais vient le problème au moment de l'industrialisation. Et là, il vaut mieux avoir traité avant, en tout cas avoir conscience finalement de ce que ça peut vouloir dire. Et encore une fois, pour la différence entre une ville, une collectivité locale et une organisation, c'est que une entreprise, l'entreprise, souvent, elle est dans un monde concurrentiel fort. La métropole, ce n'est pas le cas directement, donc elle peut se dire, bah, moi, au contraire, j'ai envie de faire grandir des startups de chez moi, qu'elles deviennent multinationales et qu'elles proposent un service de mobilité urbaine complètement optimal à New York, à Londres, etc. Ou elles peuvent se dire, non, j'ai envie de faire de la mobilité urbaine un différenciant de ma ville, j'ai envie de faire venir des investisseurs, de faire venir des entreprises, de faire venir des habitants grâce à cette application. Donc là, je veux qu'elle soit à moi, et donc je veux quelque part en avoir la propriété. Donc c'est un sujet complexe, c'est pour ça qu'on en fait un stream un peu parallèle. Et puis le dernier, bah, c'est voilà, comment on industrialise les résultats des proof of concept, des demonstration of value, on l'appelle comme on veut,
Bah, voilà, là, ça peut être des projets complexes. Comme je vous disais, finalement, c'est extrêmement variable. Dans certains cas, c'est juste un petit dérivatif à mettre sur le système d'information. Dans certains cas, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. Et dans certains cas, c'est impossible. C'est-à-dire, on se rend compte qu'un POC est génial, mais donc on commence à regarder ce que ça voudrait dire de le généraliser à une ville. Et ben, on se rend compte que c'est pas sérieux, on peut pas le faire. Et donc, bah, tant pis, on le garde sous le coude et on se dit que ça peut alimenter des politiques publiques pour plus tard, etc., etc. Dernier slide, mais j'en ai déjà parlé pas mal. Donc, au-delà de cette démarche un peu générique, évidemment à adapter, évidemment à challenger, évidemment peut-être que vous y projetez pas du tout, mais j'ai listé 4 clés pour pas se tromper. La première, c'est on parle de Smart City. La Smart City, on va assez vite se heurter à des questions de souveraineté de la donnée et de souveraineté des algorithmes. Alors, il y a un débat sur qu'est-ce qui a le plus de valeur, est-ce que c'est la donnée, est-ce que c'est les algorithmes voilà, je ne vais pas faire un vote. En tout cas, moi j'ai tranché, c'est-à-dire que pour moi, la vraie valeur, c'est la donnée. Les algorithmes, tout le monde peut finir par réussir à construire des algorithmes intelligents. Il n'y a pas que Google, encore une fois. Même si, comme ils ont beaucoup plus de données, ils font des algorithmes plus précis, de la prédiction plus précise, etc. Mais en tout cas, cette question de la souveraineté, elle est clé. Je parlais de stratégie intelligence artificielle pour la Smart City, c'est de savoir à quoi doit ressembler ma Smart City demain, mais c'est aussi de savoir qu'est-ce que je suis prêt à acheter et qu'est-ce que j'ai besoin de faire moi-même. Et peut-être que la conclusion sera, je ne veux rien faire moi-même, je ne suis pas un maker, je n'ai pas besoin d'avoir des data scientists chevronnés qui vont me construire les algorithmes du futur, etc. Donc j'outsource tout. Et je fais ce choix en conscience du fait que globalement, toutes les solutions que je vais développer pour ma ville, elles seront utilisables ailleurs. Et ce n'est pas dramatique, mais j'ai fait le choix. Voilà. Et inversement, on peut se dire, non, sur tout ce qui est vraiment différenciant pour ma ville, ce sur quoi je vais investir, j'investis en propre, je construis des équipes, une petite cellule d'intelligence artificielle chez moi, et c'est eux qui sont dépositaires du truc. Ça n'empêche pas qu'ils utilisent des startups en accélérateur au début, etc. Mais clairement en partageant ces points avec la start-up. Mais voilà, il faut être conscient de ces trucs-là. Deuxième point, c'est open innovation plutôt que open data. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'open data, c'est très bien l'open data. J'ai aidé pas mal de clients à en faire. Donc, c'est un vrai mouvement positif, au moins pour la transparence de la vie publique, au moins pour la transparence de l'action publique au sens large et de l'ensemble des acteurs de services publics et des délégations de services publics. Donc, c'est très bien. C'est très bien aussi pour certains sujets sur lesquels on va pouvoir publier de la donnée qui ne soit pas à caractère personnel ou qui ne soit pas commercialement sensible. Et ça ne marchera pas pour tous les autres sujets. Et donc, finalement, il faut être lucide là-dessus. Et il faut utiliser l'open data pour faire venir les startups, les innovateurs, les développeurs, les entreprises, y compris des DSP qui sont assez innovantes sur certains sujets. On les utilise pour faire venir ces gens-là et après on travaille avec eux en mode open innovation sur le développement d'une application géniale qui peut être juste sur une verticale, qui peut être portée par l'un, par l'autre, etc. Et donc là, on est plus dans du travail, j'allais dire, avec de la donnée potentiellement confidentielle. Et dans ce cas-là, on fait ça proprement, c'est-à-dire en demandant l'assentiment du client pour utiliser sa donnée, etc., etc. Il y a plein de choses possibles. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis open plus closed data. Mais l'idée, c'est bien d'utiliser cette complémentarité. C'est la démarche qu'a utilisée la SNCF, beaucoup pour élire un peu les startups avec qui elle avait envie de construire des solutions. Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors, expérience citoyen au centre, j'ai beaucoup parlé usage, etc. Mais la clé, c'est le citoyen. Et c'est vrai que le problème numéro 1 de la Smart City aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait en sorte que le citoyen utilise un portail, une application qui soit une application de la ville. Je ne sais pas vous, mais moi aujourd'hui, je n'ai pas le réflexe du tout de me dire tiens, je vais télécharger l'application du Grand Paris. Je ne sais même pas s'il y en a une, je ne sais pas ce qu'elle proposerait, je ne sais pas s'il y en aurait 12, etc. Et donc, ce n'est pas un réflexe, ce n'est pas naturel. On a plutôt tendance à utiliser des applications qui sont valables partout. Et donc finalement, il y a une vraie question de faire venir les citoyens à ces nouveaux modes de trouver la fameuse killer app. Et ça passe par énormément de réunions avec des citoyens, avec des panels, pour regarder ce qui les intéresse, ce qu'ils pourraient prendre. Et peut-être que ça nécessite de faire des choix qui ne sont pas du tout les choix sexy que j'ai présentés ici. Peut-être que globalement, les applications qui marcheront et ce qui fera venir les gens sur un portail, c'est, j'en sais rien, la culture, c'est des informations ou un chatbot sur l'ouverture des crèches ou les places disponibles en crèche.
Donc peut-être qu'il faut repenser un peu les questions en se disant finalement qu'attend vraiment le citoyen que d'autres ne peuvent pas lui fournir. Les solutions de multimodalité, moi je ne suis pas sûr qu'à la fin, ce ne soit pas Google Maps ou Citymapper qui emportent le truc. Des solutions de culture locale, des solutions sur le service public, des solutions autres, là oui, il y a peut-être un vrai intérêt. Donc en tout cas, il faut se poser la question, il faut segmenter aussi, et il faut avoir une démarche d'expérience utilisateur très poussée. Et voilà, la dernière leçon, c'est qu'il y a un monde avant l'IoT généralisé. On peut faire énormément de choses avant de truffer la ville d'IoT. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà, il y a certains cas d'usage, évidemment, qui le nécessiteront. Évidemment, ça va nous donner beaucoup plus de données, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de capteurs. Mais ça coûte cher. Voilà, plus ou moins cher, hein. D'ailleurs, ça dépend où est-ce qu'on en met, avec quelle granularité. Mais en tout cas, c'est des projets importants, significatifs. On va attendre beaucoup de temps parce qu'une fois qu'on a mis les capteurs, il faut souvent attendre du temps pour avoir une profondeur de données suffisante pour que l'intelligence artificielle puisse vraiment parler. Donc, allons-y progressivement et commençons en priorisant. Je vous parlais de saison tout à l'heure. La saison 1, elle doit inclure des choses avec des datas qui sont déjà disponibles et non pas avec des datas qui seront disponibles dans 1 ou 2 ou 3 ans. J'ai fini pour ma part. J'étais un tout petit peu plus long que prévu. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? Ouais. Ah. J'ai pas fait mon boulot. Très ouverte. Quand vous parliez tout à l'heure de faire des partenariats éventuellement avec des délégataires de services publics, notamment pour les réseaux de distribution d'énergie, est-ce que c'est des licences qu'il faut qu'entre guillemets on invente nous-mêmes, ou est-ce qu'on a déjà un modèle de licence qui nous permettrait d'avancer avec eux sereinement? Parce que eux, effectivement, les jeux de données qu'ont certaines collectivités, ça peut les intéresser. Par contre, en retour, ils vont exiger de notre part qu'il y ait une mise à jour fréquente, qu'il y ait une qualité de la donnée qui soit optimale. Et donc là, on rentre dans une relation contractuelle, en fait. Et donc les licences ouvertes, ça ne suffira pas. Enfin, ça... C'est ce que j'exprimais par la partie closed data tout à l'heure. C'est-à-dire que l'open data, aujourd'hui, il y a quelques types de licences possibles, etc. Je ne les connais pas tous, mais ça ne permet pas de faire tout du tout, et ça ne permet pas notamment de faire de l'open innovation. Après, là où il faut travailler, c'est surtout dans effectivement un partenariat, une convention de partenariat commune, et surtout dans la façon de gérer le recrutement des utilisateurs qui vont bien vouloir partager leurs données, si on veut aller sur des trucs plus fins, et c'est souvent le cas. Et donc là, finalement, aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent et qui commencent à fonctionner, comme le Green Button, qui permettent de partager des données individuelles sur la base du consentement client, mais qui permet de le faire, et qui permet de le faire notamment avec les distributeurs et les délégations de services publics. Donc c'est vers ce type de partenariat qu'il faut aller. Aujourd'hui, des licences Open Data Plus qui permettent de faire ça, j'en connais pas. Après, ça peut exister, mais j'en connais pas. D'autres questions? Non, j'ai tué tout le monde, donc je vous laisse switcher vers la prochaine conf. Et moi et certains de mes collègues, on est au stand Wavestone à l'entrée, donc si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas à passer. Merci.